Bonjour, merci d'être ici et nous sommes très heureux pour la première fois au Livre sur la place de donner 2 prix, Livre et Droits humains et vous aurez la chance d'entendre tout à l'heure le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 qui recevra la mention spéciale cette année de ce prix Livre et Droits humains. Merci infiniment Alain Mabankou d'avoir accepté de présider cette année ce prix qui nous tient ici à cœur à Nancy. Merci. Merci. Et merci à vous, Stéphane Lecourant, pour votre livre important dont on va parler, qui a, je crois, fait l'unanimité du jury cette année. Et je crois en plus que votre travail de journaliste et d'écrivain fait aussi écho au combat que mène le docteur Mukwege depuis longtemps. Et je vais laisser Alain Mabankou vous poser des questions et après ce sera la remise des prix et l'interview du docteur. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci donc de nous recevoir ici. Le prix Livre et Droits humains de la ville de Nancy est devenu finalement un des prix les plus utiles peut-être dans le cadre de l'humanisme, puisque c'est rare qu'un prix littéraire ramène ici en France un prix Nobel. Ça veut dire que l'éclat est devenu non seulement européen, mais mondial. Et c'est dans ce sens que même ceux qui reçoivent ces prix, même ceux qui écrivent des livres qui rentrent dans le cadre de ce prix, reconnaissent que les thèmes qui sont abordés sont les thèmes contemporains, sont les thèmes qui représentent peut-être nos obsessions actuelles, qui représentent nos politiques actuelles. C'est dans ce sens même que je présenterai Stéphane Lecourant, qui a publié ce livre « Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État ». Les histoires des sans-papiers, nous les connaissons tous, elles ne sont pas nouvelles. Il y a même eu à l'époque des grands musiciens africains, Salif Keïta, qui avait chanté à l'époque « Nous pas bouger ». C'était aussi une façon de dire que les sans-papiers se retrouvent dans une situation pratiquement de non-droit dans un pays de droit. On ne peut pas les repousser dehors parce qu'il y a toujours quelque chose qui les rattache. Le livre de Stéphane Lecourant est peut-être l'un des livres les plus bouleversants qu'on a lus ces derniers temps sur cette question. Bouleversant parce qu'il plonge dans la vraie expérience. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé le matin et qui a consulté Wikipédia pour nous faire une somme horripilante sur la question. Il a plongé vraiment dans l'expérience. Il a fait des enquêtes. Il a utilisé son expérience de journaliste, d'ethnographe pour nous donner ce livre qui mérite aujourd'hui de recevoir ce prix Livre et Droits humains. Mais en 2-3 questions, peut-être que lui-même, il saura nous présenter ce Vivre sous la menace. La question qui me vient à l'esprit, lorsqu'on lit ce livre, on se dit que c'est un travail de recherche, c'est un travail bien fouillé, c'est un travail de terrain, mais c'est aussi abordable. C'est-à-dire que je peux donner ça à, c'est pas ma cousine lycéenne qui va lire cette histoire comme si c'était vraiment le récit simple de la vie de ces gens qu'on connaît en fait peu dans ce pays. Comment définiriez-vous un sans-papier aujourd'hui ? Merci beaucoup pour cette introduction, merci beaucoup pour le prix. Ça ne se voit pas parce que je suis assis, mais je suis assez grand, je fais presque 2 mètres. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment tout petit à côté de vous et à côté de vous aussi. Donc je suis vraiment très touché d'avoir ce prix aujourd'hui. Je ne suis pas journaliste, je suis anthropologue. Donc le livre que j'ai écrit est le fruit d'une longue étude d'anthropologie, c'est-à-dire une plongée effectivement dans un univers que je ne connaissais pas du tout au départ, qui était celle de la vie des personnes en situation irrégulière. Alors il y a bien des manières de définir ce que pourrait être un sans-papier ou ce que sont les sans-papiers. La manière la plus évidente, peut-être la manière légale, ce serait de dire que ce sont des personnes qui sont dépourvues d'un titre de séjour sur le territoire français,
Tout l'enjeu de mon travail, ça a été de comprendre ce que ce manque d'un papier, qui font d'eux des sans-papiers, fait au quotidien, dans leur vie, dans leur rapport à l'espace public, dans la recherche des indices d'un danger immédiat. Le fait que quand on est sujet à une possible arrestation policière, on se met à traquer autour de soi où est le policier, et c'est de comprendre cette logique jusqu'où elle emmène ces personnes qui vivent sous la menace de l'arrestation, de l'expulsion vers un pays qu'ils ont quitté pour la plupart il y a bien longtemps. Et dans cette perspective, je vois dans votre livre, vous précisez les dangers qu'encourent généralement les sans-papiers, la peur de quitter tout à tout moment, la vie presque avec une épée de Damoclès. Comment avez-vous pu aborder ces gens pour qu'ils puissent se livrer ou s'exprimer sans la crainte que parfois, si vous allez chez les Africains, c'est quand même un blanc qui arrive pour me poser des questions, il risque d'aller me dénoncer, etc., etc. Est-ce que c'était facile sur le terrain ? Alors c'est une question presque d'ordre méthodologique pour un anthropologue. Alors la réponse est le temps long, c'est que ça m'a pris du temps. Et effectivement, ce que vous décrivez me rappelle les premières fois où je suis allé rendre visite à mes interlocuteurs dans des foyers de la banlieue parisienne. Je voyais bien que ma présence était étrange, étonnante, parfois inquiétante. Mais puisque j'étais accompagné de personnes qui me montraient le chemin, je pense que j'attirais un peu moins l'attention. Mais effectivement, c'est une des choses auxquelles j'ai été forcé de penser et de réfléchir aussi, c'est que cette menace qui s'incarne par l'arrestation policière, elle se dissémine dans la société et parfois, son corps défendant, on peut devenir une personne qui incarne cette menace. Et j'ai souvenir très précis d'entretiens que je menais, de discussions que je menais avec des personnes qui, à la fin de l'entretien, me disaient « Là, ce que je viens de faire, c'est je viens de prendre un grand risque parce que peut-être que toi aussi, tu es un policier. » Et donc, mon travail, c'était d'essayer de comprendre ce que voulait dire que vivre avec ce soupçon continuel, cette question omniprésente de se dire qui est qui fait quoi, où suis-je en danger et où puis-je être en sécurité. Et le sous-titre de votre livre, c'est quand même les sans-papiers et l'État. Comment l'État s'est-il arrangé pour résoudre ou pour discuter de ce problème, quels que soient les régimes, que ce soit la gauche ou la droite, que ce soit l'époque de l'immigration ouverte, des regroupements familiaux, etc., etc. Qu'est-ce que l'État français fait pour gérer ce problème des sans-papiers ? Alors c'est une autre entrée en fait que j'essaie de traiter dans cet ouvrage, parce que si on regarde de manière un peu froide les chiffres des expulsions en France, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont arrêtés, beaucoup plus de personnes qui sont victimes ou qui sont sujets de mesures d'éloignement que de personnes réellement expulsées. Donc on pourrait partir de l'idée que c'est une politique qui ne fonctionne pas. Tout mon argument, c'est essayer de vous montrer comment la menace qui existe, alors est-ce qu'elle est intentionnelle, est-ce que le dysfonctionnement du dispositif d'expulsion dont vous avez déjà parlé, est-ce que c'est une intention gouvernementale ou est-ce le résultat de l'imbrication d'énormément de pouvoir au sein de l'État et des associations aussi qui défendent les étrangers? Est-ce que c'est le résultat de tout ce champ de pouvoir qui fait cette impuissance? Il me semble que derrière cette menace de l'expulsion peut exister une forme de gouvernement d'une population que l'on empêche de s'installer, que l'on ralentit dans la possibilité de vivre une vie en France à égalité des autres. Dans cette quarantaine de personnes ou d'expériences que vous avez faites, est-ce qu'il vous est resté une histoire, un destin spécifique qui jusqu'alors, en tant que chercheur, continue quand même à toucher cette humanité que nous avons en nous? Tous. Et pour rebondir sur ce que je viens de dire juste avant, la quarantaine de personnes que j'ai suivies étaient en situation irrégulière quand je les ai rencontrées. Ils étaient enfermés en rétention à la veille peut-être de leur expulsion. Et tous ceux que j'ai suivis sont depuis régularisés. Ça montre bien en fait que cette politique ne sert pas tant à expulser qu'à entraver, à enfermer sur place un certain nombre de personnes. Alors après, si vous voulez, des destins en particulier, il y a plusieurs personnes dans ce livre qui m'ont marqué. Il y en a un qui s'appelle Masseré Sissoko, que je remercie à la fin de l'ouvrage, à la hauteur de mon directeur de thèse qui avait dirigé le travail pour la thèse d'anthropologie qui précède ce livre. Alors, pas forcément pour son destin, qui est un destin assez classique. C'est un Soninké de la région de Caille venu en France pour travailler. Il rejoint là des oncles, des tantes, des cousins déjà présents. Mais il me reste et on est encore en contact, donc ce n'est pas qu'un souvenir, hein, c'est une relation proche. Mais il m'a ouvert beaucoup de portes et il m'a surtout permis d'observer de très près, et il m'a partagé avec moi toutes les ruses, toutes les tactiques, toute son intelligence incroyable pour vivre pendant ces années en situation irrégulière, ses capacités à sortir de situations qui me paraissaient complètement désespérées pour lui. Et à chaque fois qu'on se voyait, il me disait « Toi,
tu as l'intelligence de la plume peut-être, mais moi j'ai l'intelligence de la rue. Et il m'a bien montré que son intelligence était bien souvent supérieure à la mienne. Et une question qu'on pourrait se poser légitimement, est-ce que c'est un mythe souvent de parler de l'impact économique des sans-papiers d'un côté? Est-ce que ces sans-papiers, quel type d'activité ils exercent? Est-ce que les activités qu'ils exercent se font auprès des entreprises qui ont une légalité et qui couvriraient dans ce sens une certaine atteinte à la loi? Alors, je ne suis pas économiste, mais les travaux qui ont été faits en économie montrent que la présence d'étrangers en situation irrégulière et de manière générale est plutôt bénéfique à l'économie. Et par l'intermédiaire de toute une gamme de papiers qu'on peut obtenir, soit en achetant des faux, soit en se faisant prêter les papiers par quelqu'un d'autre. En fait, la plupart des personnes que j'ai rencontrées au cours de mon terrain travaillaient des entreprises avec un contrat de travail, payaient leur impôt et avaient un statut salarial relativement stable. Et c'est ce qu'a révélé les grèves des sans-papiers de 2008, qui a fait exister la figure du travailleur sans-papier, où les gens brandissaient leur fiche de paye comme preuve de leur intégration, de leur bon droit aussi à rester en France, puisqu'ils participaient de manière totalement volontaire et officielle à l'économie française. Et les sans-papiers, on les retrouve finalement un peu partout. Dans tous les, il y a le titre d'un article d'Emmanuel Terret qui dit la délocalisation sur place, c'est-à-dire que toutes les activités qu'on ne peut pas faire à l'étranger, elles sont faites sur place par des sans-papiers. Donc de l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture, le bâtiment sont des pourvoyeurs, sont des employeurs massifs de sans-papiers. Peut-être dernière question qui est une question de cuisine d'écrivain. Quand on écrit un livre comme ça, il y a peut-être la crainte qu'on dise un certain paternalisme, C'était difficile peut-être de trouver la voie du récit. Comment ça s'est bagarré à l'intérieur de vous pour trouver comment raconter ce récit sans pour autant que vous soyez distant et détaché, sans pour autant que vous donniez des leçons ni à l'État, ni aux sans-papiers, mais rester à la fois dans la rigueur du scientifique, mais aussi dans la chaleur humaine qui se retrouve tout au long de ces pages. Merci. Il y a effectivement un enjeu d'écriture sur lequel je n'ai pas forcément beaucoup réfléchi. Il me semble que la première chose pour moi, pour éviter les deux extrêmes du donneur de leçons paternaliste, ce serait de toujours garder l'objet d'enquête. Moi, je suis anthropologue et mon travail est d'enquêter sur un objet et de réfléchir autour d'un objet. Cet objet, c'est une ethnographie de la menace. Il se trouve que là, les personnes que je rencontre et avec lesquelles j'ai travaillé pendant des années étaient en situation irrégulière, mais on peut imaginer que cette analyse autour de la menace pourrait s'appliquer hors de ce cadre. Et l'autre enjeu pour moi qui était vraiment important, c'est qu'à fréquenter les personnes en situation irrégulière, je me suis rendu compte que les quelques fois où ils sont arrêtés ne disaient pas grand-chose de leur quotidien. Parce qu'ils sont arrêtés peut-être une ou deux fois au cours d'une année, mais peut-être que 3 fois dans la même journée, ils auront eu peur d'être arrêtés. Et donc tout l'enjeu d'écriture pour moi a été d'essayer de faire comprendre et de faire ressentir ce que pouvait dire un événement néfaste qui est sur le point d'arriver, qui va peut-être arriver, mais qui n'est pas tout à fait arrivé. Et donc c'est vraiment ça la menace, c'est l'idée d'un danger présent, quasiment là, mais pas encore tout à fait réalisé. Et donc, à mon sens, il a fallu passer par des descriptions, des récits longs de situations, en essayant de retraduire ce que des personnes m'avaient expliqué ou ce que j'avais pu vivre à leur côté, pour qu'on puisse saisir par l'écriture ce qu'était cette indétermination sur l'événement à venir. En tout cas, un grand livre qui m'a fait penser à d'autres grands livres comme celui de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, la puissance qui est à l'intérieur. Je suis très honoré que ce soit vous qui receviez ce prix Livre et Droit humain de la ville de Nancy. Donc, on vous applaudit très fort. Le livre, voilà. Juste demain. Le livre Vivre sous la menace est donc paru aux éditions du Seuil. C'est votre maison d'édition aussi. Monsieur le maire va arriver pour la remise du prix. Je voudrais juste tout de même, Hélène Guestern, venez. Hélène Guestern qui est membre du jury aussi et qui a aussi beaucoup aimé le livre. Elle va dire peut-être 2 mots sur la réception. Elle représente tous les membres du jury qui ont lu le livre et on veut avoir votre regard aussi, Hélène. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à féliciter, je dirais à titre personnel, Stéphane Lecourant pour son livre admirable et pour dire à quel point nos discussions
ont été, même si elles sont toujours débattues et fondées, à quel point nous étions tous touchés à un titre ou à un autre par ce livre, concernés en tout cas, même si la cause ne nous concernait pas directement, parce qu'il est apparu que s'il y a des sujets dont on parle énormément dans l'actualité, il en est d'autres dont on aime moins parler parce que finalement, on a du mal à avoir une opinion tranchée. C'est confortable de pouvoir avoir des opinions tranchées sur quelque chose, mais il y a beaucoup de cas où on ne peut pas avoir d'opinion tranchée. Et ce que vous montrez admirablement dans ce livre-là, c'est que justement c'est impossible parce que chaque situation est une situation humaine, que vous avez mis des noms, des visages derrière les histoires de ces personnes que nous on connaît comme des sans-papiers, c'est-à-dire terme général qui ne veut rien dire. Et j'aurais simplement une toute petite question, c'est comment ce livre a-t-il été accueilli par les réactions que vous avez pu avoir, ce qu'on a pu vous en dire? Est-ce que vous avez eu l'impression que vous étiez arrivé à éveiller un début de conscience de quelque chose, un début de dépassement des préjugés? Alors, merci pour cette question. C'est difficile de répondre car pour l'instant, j'ai surtout eu des retours de personnes qui sont intéressées et donc qui étaient déjà sensibles à ces questions. Bien sûr, l'enjeu quand on écrit un livre comme ça, c'est ce que m'avait dit mon directeur de thèse le premier jour où je m'étais inscrit. Il m'avait dit tout ce que tu pourras faire toi, c'est d'écrire quelque chose. Ton travail pourra être utile. Alors j'espère que ce prix va pouvoir donner un rayonnement aussi et faire connaître l'ouvrage, non pas tant pour ma propre gloire, mais justement pour que la question puisse sortir du champ des personnes qui sont déjà sensibles à ces questions. Et si vous me demandez comment ce livre a été reçu, je vous ai parlé tout à l'heure de Massér Sissoko, donc je lui ai donné le livre. Il lit assez mal le français parce qu'il n'est pas allé à l'école en France. Et quand je lui ai donné le livre, il m'a dit merci, comme ça mon fils connaîtra ma vie. Et pour moi, c'était déjà une belle récompense. Merci beaucoup et merci à vous pour ce livre vraiment admirable dont nous recommandons la lecture, qui, nous l'espérons vraiment, va pouvoir rencontrer son public et justement permettre de faire comprendre cette question complexe comme vous l'avez merveilleusement fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Oh ben oui, je pense que vous allez rester avec moi. Donc j'ai le grand privilège et le grand plaisir de remettre, vous l'avez compris, le prix Livre et Droits de l'Homme de la ville de Nancy pour ce 44e livre sur la place à monsieur Stéphane Lecourant. Félicitations. Je vous laisse la parole. Vous avez déjà eu l'occasion de parler, donc. Je voulais juste vous remercier. J'ai pas vraiment l'habitude de ces honneurs aînés de ce faste, donc merci beaucoup. Je suis très touché par ce prix et très touché également par les personnes qui m'ont encadré aujourd'hui, qui m'ont accompagné. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter votre co-religionnaire du jour. Et avec beaucoup de plaisir et d'honneur, le docteur Denis Mukwege. Donc, cher docteur, nous aurons l'occasion évidemment de vous entendre dans un instant. J'ai eu l'occasion de vous accueillir hier soir à Nancy, c'était avec beaucoup d'honneur. D'abord, je dois vous le dire que
que nous vous accueillons à l'occasion de cette nouvelle édition du Livre sur la place, cette 44e édition du Livre sur la place. Vous nous faites beaucoup d'honneur, mais je voulais surtout souligner évidemment le courage, la force de caractère, de conviction, l'engagement d'une vie qui est le vôtre dans la défense de l'intégrité des femmes, dans la réparation, vous nous le direz évidemment beaucoup mieux encore que vous leur proposez chaque jour, au défi de tant d'amalgames, de préjugés dont vous êtes devenu aujourd'hui un porte-parole international, à la fois qui donne du courage et de l'espoir à toutes celles et tous ceux qui se battent à travers le monde pour lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes, contre toutes les formes d'exploitation du corps de la femme et des femmes en général. Et votre présence à cette occasion, évidemment, est pour nous un grand honneur. Donc, au nom de l'ensemble des participants et des élus du conseil municipal, nous tenions évidemment à vous remettre également un prix spécial Livre et droits de l'homme 2022. Voilà, je vous laisse maintenant avec Christophe Onodibio pour échanger avec les spectateurs. Et puis je reviendrai tout à l'heure pour vous remettre cette fois-ci de la part de la ville la reconnaissance qui vous est due. Merci. Merci beaucoup. Voilà le micro qui fonctionne. Bonjour à toutes et à tous et félicitations encore au docteur Mukwege pour cette mention internationale du prix Livre et droits humains. Alors, ce n'est pas le prix Nobel, mais ça a beaucoup de signification. Et puis le Nobel, de toute façon, vous l'avez eu, Denis Mukwege. Merci vraiment d'être avec nous ici à Nancy, qui est ce week-end, la véritable capitale du livre. Alors, vous avez toutes et tous ici, et vous le savez, et Mathieu Klein, le maire de Nancy, l'a rappelé, énormément de chance d'être là pour entendre un homme qui se bat si courageusement, parfois même au péril de sa vie, non seulement pour les femmes, mais du côté des femmes, aux côtés des femmes, qui sont victimes donc en RDC, en République démocratique du Congo, même si c'est hélas un mal universel, qui sont victimes de terribles mutilations, et des femmes qui l'accompagnent dans son hôpital de Panzi à Bukavu, donc en RDC, sur le chemin de la guérison physique, mais aussi psychique. Il en sera question aussi. Il est beaucoup question de parole dans ce livre. Ce livre, c'est La force des femmes, qui est publié chez Gallimard, que vous devez absolument lire si vous ne l'avez déjà fait, qui est un livre absolument puissant, un livre qui dit des choses terribles, mais qui donne aussi une force incroyable quand on le lit. Les forces de la vie, les forces de la raison s'y expriment, contre les forces de la mort et de la barbarie. Et s'il existe vraiment un livre humaniste ces temps-ci, eh bien c'est ce livre, La force des femmes, par le docteur Denis Mukwege. Donc bravo, docteur. Merci. Et vous pouvez l'applaudir encore, il le mérite. Merci. Vous écrivez dans ce livre « Je défends les femmes parce qu'elles sont mes égales, parce que les droits des femmes sont les droits des humains et que je constate avec rage ces violences qui leur sont infligées. Il faut se battre tous ensemble pour les femmes. Mon rôle a toujours été de faire entendre la voix de celles dont la marginalisation les empêche de raconter leur histoire. Je me tiens à leur côté, jamais devant elles. » C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Pourquoi était-il nécessaire, Denis Mukwege, de préciser ces éléments quand on parle de femmes victimes de viol, le viol utilisé comme une arme de guerre, en fait,
à leur côté, jamais devant elles. C'est important pour vous de dire ça. C'est très très important de pouvoir préciser, puisque les femmes qui subissent le viol, leurs bourreaux d'abord essaient de leur montrer qu'elles ne valent rien et que c'est un droit finalement de commettre cet acte ignoble qu'ils commettent sur leurs victimes. Je pense que c'est très très important de pouvoir se mettre, jamais essayer de prendre la même place que les bourreaux, mais leur donner la place qu'elles méritent dans la société. Ça, c'est très important pour leur permettre, en fait, de commencer ces pas vers la guérison. On vous surnomme l'homme qui répare les femmes. Est-ce que vous aimez ce surnom que vous n'avez pas choisi? Je ne l'avais pas choisi. Oui. Je ne pense pas vraiment que ça corresponde à ce que j'ai fait, mais bon, il y a quelqu'un qui a préféré m'appeler comme ça. Réparer, est-ce que c'est un mot qui a de l'importance pour vous? Je soigne, je ne répare pas. Je crois que le cheminement que j'ai fait avec des femmes, c'est vraiment, ce n'est pas seulement l'acte de la chirurgie, c'est plus que la chirurgie, puisque lorsque les femmes sont violées, elles sont violées dans leur corps, mais aussi dans leur esprit, et elles sont violées sur le plan économique, social, etc. Et donc, réparer, ça serait réduire en fait tout ce que nous faisons pour que ces femmes puissent retrouver leur place dans la société. Alors, quand vous dites viol, le mot viol est un mot terrible. On est parfois même au-delà du viol, puisqu'il s'agit véritablement pour ces hommes de détruire intimement ces femmes. Ce qui fait que les pages de votre livre sont parfois d'une violence terrible, une violence qu'il faut faire entendre, qu'il faut que les gens vraiment connaissent. Une violence que vous choisissez de ne pas taire, mais d'exprimer. Mais on se demande, quand on lit le livre, si finalement cette terrible violence ne donne pas, au fond, aussi une terrible leçon d'espoir. Vous l'avez rappelé, Denis Mukwege, souvent, donc, ce viol sont utilisés comme une arme de guerre pour massacrer physiquement et psychologiquement des populations entières, souvent pour s'accaparer un certain nombre de ressources naturelles des territoires. Mais au fond, votre livre prouve qu'un homme seul et son équipe et quelques femmes peut finalement aller contre tout ce cynisme, toute cette violence, ce cynisme économique, politique. Donc votre livre nous dit ça. Au fond, si on décide de rester humain dans ce monde de plus en plus chaotique et barbare, avec sa dignité d'être humain, on peut agir en ce monde. Absolument. Je crois que dans les livres, j'essaie de décrire, d'ailleurs la première fois que j'avais fait un article scientifique, je l'avais appelé une nouvelle pathologie, viol avec extrême violence, puisque dans les livres classiques, nulle part on apprend ou on décrit ce type de lésions qui sont des lésions intentionnelles, qui portent sur l'appareil de la reproduction de la femme, une barbarie en fait qui veut tout simplement empêcher la femme d'avoir une progéniture. C'est une barbarie qui s'attaque à la vie même avant qu'il y ait la naissance, empêcher qu'il y ait toute conception, puisque les viols avec extrême violence, ça veut dire tout simplement détruire l'appareil génital par les armes à feu, par des objets contondants, détruire l'appareil génital après avoir violé, par le feu, etc. Et je pense que tous ces actes n'ont rien à voir avec la sexualité. Ce n'est pas un acte sexuel non consenti, c'est tout simplement s'attaquer à la vie, et essayer de détruire la société. Je pense que lorsqu'on détruit une femme, finalement, on détruit la société dans son ensemble. Et après avoir constaté
ces types de barbarie que je ne pouvais pas m'expliquer, puisque je trouve déjà que violer une femme, c'est aller au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais introduire des objets étrangers et faire tous ces actes au niveau de l'appareil génital, c'est non seulement la détruire, mais détruire également toute sa communauté, puisqu'il y avait lieu de pouvoir la tuer, comme ça on n'en parlait pas, mais le fait de détruire l'appareil génital de la femme et la laisser dans cette situation, c'est aussi porter atteinte à toute une communauté. Donc la femme, elle est détruite physiquement et psychologiquement, mais aussi toute la communauté autour, les enfants qui ont vu ces barbaries, les maris... Et qui sont souvent victimes, eux aussi d'ailleurs, aussi de cette barbarie. Qui peuvent être aussi victimes, l'entourage. En fait, c'est une façon de détruire la victime, mais aussi tout son entourage. Et ça, vous vouliez, quand vous écriviez le livre, tout à l'heure, Alain posait la question au lauréat, vous vous êtes dit, il faut que je décrive cette violence, il faut que les gens sachent. Parce que vous dites, la meilleure arme aussi des bourreaux, c'est le silence. C'est que personne n'en parle parce que ces femmes ont honte et que parfois les maris les rejettent, et souvent d'ailleurs. Malheureusement, au début de notre pratique chirurgicale, toutes les femmes étaient rejetées par leur mari. Et puisque, violer une femme en présence du mari, souvent, c'est vouloir aussi porter atteinte psychologique au mari. Et c'est vrai que moi-même, j'étais dur parfois et je disais, c'est pas possible, vous n'avez pas pu la protéger, mais en plus de ça, vous l'abandonnez avec les enfants, vous la culpabilisez pour ce qui est arrivé. Mais quand je commençais à parler au mari pour essayer de comprendre ou faire la médiation familiale, j'avais compris, j'ai découvert en fait que tous ces hommes qui ont vécu impuissants à la destruction de leurs femmes perdaient leur masculinité. Et souvent, les hommes me disaient, depuis que c'est arrivé à ma femme, je ne suis plus un homme. J'essayais de comprendre en faisant la médiation familiale. Parfois, le couple revenait de vivre ensemble, mais les femmes souvent revenaient après pour me dire, en fait, il vous a trompé puisque depuis que nous sommes ensemble, on ne peut plus avoir des rapports sexuels. Et quand j'ai convoqué les maris, c'est là où j'ai compris que les maris me racontaient leur histoire psychologique, le fait d'avoir vécu des scènes comme ça, ils étaient plus capables d'avoir un rapport sexuel normal, même avec une autre femme. Donc vous comprenez la profondeur de cette action que souvent ces bourreaux font en présence de toute la famille. C'est pour détruire pas seulement la victime, mais aussi toute la famille. Mais vous trouviez important justement de mettre des mots sur cette barbarie que les gens ne voient pas. Souvent quand on lit le livre, on sent à la fois votre espoir, puisque vous mesurez aussi le chemin que vous avez parcouru, et vous êtes vous-même extrêmement admiratif de ces femmes qui restent debout, comme vous le dites, dans leur dignité, et qui vous donnent, même à vous d'ailleurs, une leçon d'espoir. Mais vous vous êtes dit, il faut que je raconte ce que le monde ne veut pas voir, alors que les preuves sont là, mais le monde, la communauté internationale ne veut pas voir, ferme les yeux. Nous sommes dans une société patriarcale où, finalement, l'usage du viol, que ce soit en période de paix comme ici en France, ou dans mon pays où on est en plein conflit, ceux qui utilisent les viols, dans ces deux circonstances, leur arme absolue, c'est le silence. Arracher à la victime la parole. Et notre société, étant donné que lorsqu'une femme est violée, elle est sanctionnée doublement lorsqu'elle parle de ce qui lui est arrivé. Le résultat, c'est que les femmes n'en parlaient pas. Au Congo, souvent, s'il n'y a pas eu de témoins, c'est peut-être le médecin qui saura, et encore, ce qui s'était passé, mais souvent les femmes préfèrent se taire puisqu'elles savent qu'elles peuvent être en fait humiliées pour la seconde fois, aller en justice ou en parler tout simplement, et risquent d'être humiliées pour la seconde fois. Et moi, je pense que dans ces livres, je parle très bien du pouvoir de la parole. Lorsque les femmes prennent la parole, lorsque les femmes décident de briser le silence et pouvoir parler,
ça, c'est une victoire sur le bourreau, puisque finalement, tous les bourreaux ont peur, même s'ils commettent ces actes, mais ils ont peur que ça soit connu par la société. Oui, en fait, vous expliquez que ces actes absolument atroces qui sont commis par ces hommes, de façon planifiée, vous parlez de planification, ont aussi comme but finalement de produire le silence. Donc c'est une sorte de, non seulement on commet l'atrocité, mais on obtient presque le silence total, parce que vous parlez du phénomène de honte contre lequel vous vous battez. Parce que dans votre hôpital à Panzi, bien sûr, il y a ce côté chirurgical, réparation entre guillemets, mais aussi tout un aspect autour de la parole et de l'aide à la reprise de la parole par ces femmes. Vous dites que le viol est un vol de la parole, absolument, en plus du reste. Absolument. En plus de tout ce que les femmes subissent, c'est qu'on leur arrache la parole, on leur vole la parole. Et le fait de voler la parole à ces victimes, ça permet à ce qu'elles puissent continuer à subir ces viols et se taire. Mais c'est un silence qui les amène tout simplement à la mort, puisque psychologiquement, ce n'est pas supportable. Et toute guérison commence par la prise de la parole. Lorsque les femmes arrachent la parole, c'est à ce moment-là que leur guérison sur le plan psychologique commence. On le voit à l'hôpital, tant que les femmes n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à raconter leur histoire, à chaque fois, elles se mettent plutôt à pleurer au lieu de raconter leur histoire. On peut très bien voir que leur état de santé se détériore. Mais les jours où elles décident de parler, de raconter leur histoire, eh ben, on voit très bien que la plupart de ces femmes, lorsqu'elles passent par notre programme de prise en charge, elles finissent par être des activistes. Oui, des leaders, vous dites, voilà. Ça fait partie des leçons d'espoir du livre. Oui. Voilà, exactement. Elles deviennent des activistes et ce sont des femmes qui défendent pas seulement leurs droits, mais le droit de leurs enfants et le droit de leur communauté. Et lorsqu'elles prennent la parole, eh ben, on ne sait plus les arrêter. Elles deviennent vraiment une force qui amène toute la société vers le changement. Je voudrais que on est dans un festival du livre, donc évidemment le mot, la parole est essentiel et central ici. Je voudrais que vous nous expliquiez comment ça se passe quand vous accueillez ces femmes atrocement mutilées. Sur cet aspect de la parole, comment vous arrivez? Vous parlez d'un programme holistique qui permet justement de leur redonner la confiance finalement des mots, la confiance de la parole. Comment ça se passe en fait dans votre hôpital à Panzi? Lorsque nous avons commencé la prise en charge des victimes de violences sexuelles à Panzi, la porte d'entrée était médicale. Les femmes venaient puisqu'elles avaient des problèmes liés à la santé physique. Et à cette époque-là, il y a plus de 20 ans, souvent, elles trouvaient plutôt des histoires qu'elles racontaient et qui n'avaient rien à voir avec les lésions physiques qu'on pouvait observer. Par exemple, elle pouvait nous dire « je suis tombée en califourchon et puis la vache m'a... j'ai eu la corne de la vache, etc. » Et donc, vraiment, c'était des histoires qui n'avaient rien à voir avec les lésions physiques que nous, on pouvait observer sur leur corps. Mais progressivement, nous avons pu commencer à parler avec les femmes. Je crois que ce sont les femmes les plus jeunes qui arrivaient à libérer la parole, qui sont arrivées à libérer la parole plus précocement et qui ont aidé les autres à faire la même chose. Et ce que nous avons pu constater, c'est que le traitement médical ne suffisait pas pour obtenir la guérison des victimes de violences sexuelles. On pouvait les opérer, traiter les infections, mais malgré ça, ce sont des femmes qui ne voulaient pas quitter l'hôpital et qui somatisaient en quelque sorte leur souffrance psychique, et étaient souvent somatisées, même si nous on ne trouvait plus rien, il n'y avait plus de raisons de les garder à l'hôpital, mais elles avaient toujours des plaintes. Et c'est à ce moment-là que nous avions introduit la prise en charge psychologique à l'hôpital avec des psychologues cliniciens et des assistantes psychosociales. Et là,
nous avions remarqué un changement énorme pour ces femmes qui, on n'arrivait pas à soigner, elles avaient des douleurs partout, elles se plaignaient, même si on leur donnait des traitements et qu'on considérait que ces traitements devraient les soulager, elles n'étaient jamais soulagées. Mais en ayant une prise en charge psychologique, on a constaté un changement énorme. Mais ces changements n'étaient pas suffisants puisque ces femmes ne savaient pas toujours retourner dans leur communauté qui les rejetait, qui leur donnait des noms, les stigmatisait, les discriminait. Finalement, nous avions introduit un troisième pilier qui est le pilier socio-économique, aider les femmes à réintégrer leur communauté. Et là, c'était une magie puisque ces femmes qui partaient dans leur village, ayant appris tout simplement un métier, quand elles retournaient dans le village et qu'elles produisaient, et là je prends un exemple, un jour je reçois du savon dans mon cabinet et les femmes qui ont envoyé ces savons dans mon cabinet, elles m'ont dit, nous voulons qu'à chaque fois que vous allez examiner une femme, vous puissiez vous laver avec notre savon et savoir tout simplement que nous ne sommes plus des femmes violées comme on nous appelait avant que nous venions à Panzi. Maintenant, on nous appelle des femmes qui produisent les savons, puisque nous sommes les seuls dans les villages qui sont capables de produire les savons, et tout le monde nous respecte, et celui qui ne nous respecte pas, il n'aura pas droit au savon, donc ils ont les choix à faire. Bravo. Et je pense que... Merci. Je pense que ces femmes, nous, on voulait leur réinsertion socio-économique, mais par cette capacité, cette autonomie, elles se sont non seulement réinsérées dans la société, mais elles ont arraché leur place dans la communauté. Et après, lorsque les femmes deviennent économiquement autonomes, souvent vient la dernière étape, c'est demander la justice. Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi cette personne qui m'a violée continue à circuler librement? Et je pense que souvent, peut-être, on ne se pose pas la question, on pense que les femmes veulent se venger en allant en justice. Non. Avec la petite expérience que nous avons à Panzi, on s'est rendu compte que le fait d'aller en justice, souvent, c'est puisque les femmes veulent que la société les reconnaisse comme victimes. Et cette reconnaissance par la communauté, par la société, donne aux femmes cette possibilité de commencer ce long chemin de guérison. Et avec les 4 piliers, nous avons constaté que les femmes transforment leur vie, elles deviennent de véritables actrices de changement dans leur propre communauté. Et au cœur de la société. Je voudrais rappeler, Dr Mukwege, quand même, que bon, vous faites le bien, mais on vous veut encore du mal. Il y a eu un épisode terrible en 1996 où votre hôpital de l'Emera a été attaqué, les malades ont été tués, le personnel a été tué. C'est un souvenir qui vous hante encore. Est-ce que vous comprenez, vous vivez encore sous protection, est-ce que vous comprenez pourquoi vous dérangez? Soigner justement ces femmes, être un acteur aussi bénéfique pour une communauté, même pour le genre humain, fait de vous toujours quand même une menace pour certains hommes qui voudraient que vous arrêtiez ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes un danger pour eux? On a commencé par discuter sur la force de la parole. Et je crois que j'ai été menacé en faisant le travail que je fais aujourd'hui, en 2012, alors que je revenais de New York, où j'avais dénoncé le fait que la communauté internationale ne s'intéressait pas à ces femmes qui sont violées. Ça faisait plus de 10 ans qu'elles étaient violées massivement, méthodiquement et systématiquement, et que normalement, la communauté internationale, surtout après les statuts de Rome, qui reconnaît le viol dans le conflit, peut être même constitutif des crimes, des génocides. Et pour nous, c'était quand même choquant de voir la méthode utilisée pour violer ces femmes
et que la communauté internationale s'est taisée. Je suis allé à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, et j'avais dénoncé cette attitude de la communauté internationale par rapport aux victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. À mon retour, il y a des gens armés qui m'attendaient chez moi et qui avaient pris en otage mes filles. Et moi-même, juste en entrant dans mon enclos, ces gens m'ont pris et ils ont voulu m'exécuter devant mes enfants. Mais le gardien qui était dans ma parcelle m'a sauvé, mais malheureusement, lui, a perdu sa vie. Je crois que cette attitude, quand je me réfère aux femmes, je pense que la force de ce qui commettent les viols, comme je venais de le dire, c'est le silence. Et le fait de dénoncer, le fait d'apporter les preuves de leurs actes barbares et les amener à un haut niveau à l'Assemblée générale des Nations unies, eh ben, je crois que ça ne les a pas plu et donc pour eux, il fallait absolument m'éliminer. Et aujourd'hui, je vis toujours sous protection des Nations unies, puisqu'ils ont, après ça, ils ont essayé plusieurs fois de mettre fin à ma vie, sans succès, heureusement. Qu'est-ce qui vous aide justement à croire encore en l'humanité quand on voit ce à quoi vous avez assisté, ce à quoi vous n'avez pas assisté mais dont vous avez vu les effets sur le corps de ces femmes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous continuez à croire en l'être humain? Est-ce que ce n'est pas justement à cause des femmes et cette fameuse force des femmes qui sert de titre à votre livre? C'est une des raisons d'écrire ce livre, puisque si on parle de tous ces drames que les femmes subissent, on reste à cette pitié et on ne voit pas l'autre face de cette force des femmes. Personnellement, j'ai découvert cette force et j'étais déjà adulte. Et quand je commençais à parler avec ma mère et qu'elle me racontait sa propre histoire, elle était devenue pour moi une héroïne, puisque si je suis là, si je suis en vie, c'est puisqu'elle s'est battue contre les systèmes. Ma mère a dû franchir 3 obstacles. Le premier obstacle, c'était je suis d'une famille pauvre et à l'époque coloniale, il y avait vraiment un système de discrimination. Les Noirs ne pouvaient pas fréquenter les hôpitaux des Européens. Ça, c'était le premier obstacle. Le deuxième obstacle, elle était protestante dans un pays qui était catholique. Et le troisième obstacle qu'elle a dû franchir à cette époque-là, c'était effectivement la pauvreté. Et moi, je crois que quand ma mère m'explique qu'en 1955, j'avais fait une infection néonatale, puisque en fait, elle a accouché dans de très mauvaises conditions et que j'ai fait une infection. Elle s'est présentée à un centre de santé. Elle n'avait pas de carte de baptême, donc elle a été refoulée alors que j'avais une fièvre avec débit de jaunisse, donc c'était une septicémie. Elle a été refoulée. Bon, elle est repartie chercher quelqu'un. Elle a cherché une Suédoise qui était missionnaire dans la ville, qui a pu parler avec les sœurs religieuses belges qui étaient à ces centres de santé. Et finalement, elle a pu obtenir mes soins. Et aujourd'hui, si je suis en vie, je sais qu'en Afrique, il y a encore beaucoup d'enfants qui meurent de l'infection néonatale. Et donc, pour moi, si cette femme qui est Lydie, ma mère, ne s'était pas battue pour moi, je ne serais pas aujourd'hui. Ça, c'est une force exceptionnelle. Et quand je vois le parcours de plusieurs femmes qui viennent à l'hôpital, qu'on a voulu détruire, qu'on a voulu taire définitivement, mais quand ces femmes se réveillent de leur intervention chirurgicale, c'est rare qu'elles puissent poser la question comment ça va aller pour moi. Mais ces femmes posent plutôt la question de savoir comment vont mes enfants, est-ce que mes enfants ont mangé,
Est-ce qu'on a pu les amener à l'école? Comment va mon mari? Moi, je trouve que c'est une force exceptionnelle de se battre non seulement pour soi-même, mais se battre aussi pour les autres. Nous, les hommes, quand on se réveille d'une intervention, la question c'est comment ça va? Est-ce que ça s'est bien passé? Donc, on est beaucoup plus tourné vers nous-mêmes, alors que les femmes, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, elles sont tournées beaucoup plus vers les autres, leurs enfants, leurs familles, leur communauté. Et moi, je trouve que c'est une force exceptionnelle que je m'étais dit, j'ai le devoir de pouvoir l'écrire. Oh, il y a des mots très gentils pour votre père aussi dans ce livre. Il y a des mots très gentils pour votre père aussi, la figure c'est une belle figure aussi, celle de votre père. C'était quelqu'un d'ailleurs qui respectait les femmes. Vous le dites, votre absolument. père. Et je crois que c'est lui qui m'a mis d'ailleurs sur les chemins. Oui. Faudrait raconter, parce que vous le racontez, mais j'aimerais que vous le racontiez aussi en public. Cette vocation et la conversation que vous avez avec votre père et qui déclenche, quand votre père apprend en fait. En effet, je crois que mon père m'a beaucoup aidé. Je l'aimais, c'était un homme qui était gentil, qui discutait avec nous, même enfants. Habituellement, chez nous, les pères, c'est un Dieu, les pères. Mais mon père savait vraiment s'abaisser, discuter avec nous. Et je crois, un jour, il était pasteur dans la ville de Bukavu. Il est parti, on l'a appelé pour aller voir un enfant qui était malade. Je l'avais accompagné. Et ce que mon père avait fait m'avait paru tout à fait anormal. Votre père était pasteur. Il était pasteur, c'est ça. Il a prié pour cet enfant. Et après avoir prié, il a dit au revoir. Et j'avais trouvé cette attitude injuste et tout à fait anormale, puisque pour moi, il priait, mais il me donnait toujours des médicaments que je prenais après sa prière. Et j'ai dit, mais papa, cet enfant, il allait mal, puisqu'il avait la fièvre, il convulsait, sa mère était en train de pleurer. Et moi, je m'étais dit, mais papa, pourquoi vous priez seulement et vous ne donnez pas de médicaments? Il m'a dit, Denis, je ne suis pas médecin. Alors là, je m'étais dit, ah bon, à cet âge-là, papa, c'est un Zorro, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Et là, du coup, papa me montre qu'il a des faiblesses, qu'il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Et j'avais répondu, je serai médecin, comme ça, moi, je donnerai les médicaments et vous allez prier. Et il m'a dit, Denis, très bien. Et nous sommes partis. Et je crois que depuis ces jours, c'est comme s'il y avait un contrat que j'avais signé avec mon père pour pouvoir aider les enfants malades. Mais aujourd'hui, je ne fais plus la pédiatrie, malheureusement. Oui, mais en même temps, vous avez les deux, parce que vous êtes aussi pasteur vous-même. Oui. Vous êtes un homme de science et aussi un homme de foi. Oui, absolument. Et les deux... Bah oui, parce que ça peut paraître contradictoire parfois. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Je crois que je crois et je suis rationnel. Je pense que la religion ne nous met pas dans l'irrationnel. Oui, d'ailleurs, je voudrais juste, pourquoi pas réciter ce psaume, parce que c'est beau. Il vous arrive parfois, vous dites dans le livre de le réciter, je te sortirai, parce que c'est beau sur ces images de femmes qui viennent aussi à Panzi, je te sortirai de la poussière et je te ferai asseoir parmi les rois et les princes. Et au fond, c'est ce que arrivent à faire aussi ces femmes qui deviennent, vous l'avez dit, vous-même, des leaders, des activistes, des reines. Absolument. Absolument. Je pense que j'avais pris ces psaumes puisque, vous savez, là où j'habite, les jours où vous me rendrez visite, c'est la pauvreté abjecte. Vous voyez des gens qui n'ont pas un repas par jour, c'est à peine qu'ils sont habillés, etc. C'est vraiment dans la poussière. À Panzi, c'est la pauvreté totale. Et j'avais écrit ces psaumes, j'avais mis ces psaumes dans mon livre, puisque un jour, je reçois la lettre du président Obama des États-Unis, qui m'avait invité. Il avait un sommet de présidents africains. Et je me suis retrouvé dans une salle, les seuls qui n'étaient pas présidents,
mais invité autour de la table avec les grands. Et je m'étais dit, ça c'est les psaumes qui s'accomplissent. Et je trouve que ces filles que je soigne, aujourd'hui, il y en a qui sont invitées au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui parlent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et moi, je trouve que ça, c'est formidable. Ce sont des filles qui partent presque de rien du tout, mais qui arrivent quand même à défendre le droit des femmes dans leur pays ou dans le monde autour d'une table, alors que ces bourreaux voulaient tout simplement les détruire. Ça, c'est la scène avec Obama, c'est la scène sympathique. Il y a une scène absolument hallucinante dans le livre avec Joseph Kabila, qui vient à l'hôpital, qui veut bien voir les enfants, qui veut bien voir les grands brûlés, mais pas les femmes. Ça, c'était un choc. Ouais. Et il dit, je m'en fiche des femmes. C'était un choc. Ouais. Pas seulement des femmes, mais il a dit, je ne suis pas venu ici voir vos femmes. Vos femmes, il vous dit, oui. Ça, c'était une insulte que je pourrais pas... J'ai eu du mal à accepter qu'un président de la République, les femmes demandaient tout simplement de pouvoir discuter avec lui sur leur situation et qu'il ait refusé de les faire, mais qu'il les traite aussi, pas comme des citoyennes, mais comme mes femmes. Ça, c'était une insulte pour moi et ça m'a fait très, très mal. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Est-ce qu'on a une dernière question? Et puis peut-être qu'on s'arrêtera là. C'est l'obtention du prix Nobel qui a donné évidemment un éclairage planétaire à votre action, ce que vous appelez une plateforme, qui vous a donné une plateforme. En même temps, on sent que ça ne suffit pas. Quand on lit votre livre, quand on a la chance de parler avec vous, vous dites, voilà, il y a eu le prix Nobel, mais malgré le prix Nobel, il y a encore trop de gens qui ferment les yeux. Alors, quelle est l'étape prochaine de votre combat, Denis Mukwege? Si le prix Nobel a commencé à permettre qu'on connaisse ce qui arrive à ces femmes, à ces populations, mais si ça ne suffit pas encore, qu'est-ce qu'il faudra faire? En effet, le prix Nobel nous a aidés, nous a donné une plateforme. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de pays, y compris la France d'ailleurs, qui nous aident à traiter les conséquences de cette crise, nous aident par exemple à la réhabilitation de l'hôpital. Il y a beaucoup de pays qui soutiennent le Global Survivor Fund. C'est un fonds que nous avions créé pour soutenir les victimes de violences sexuelles en termes de réparation. Voilà, et je précise juste pour l'Assemblée que bien sûr il est question des femmes en RDC, mais vous êtes allé aussi en Irak, vous racontez, auprès des populations yézidis aussi qui ont été violées par Daesh à l'époque. C'est une cause aussi universelle, c'est pour ça que je le rappelais. Absolument, je pense que la cause des femmes dans les conflits, c'est partout dans le monde, partout il y a des conflits, on voit que les femmes et les enfants sont des victimes, sont des cibles des belligérants. Et ce n'est pas seulement une question en République démocratique du Congo. J'ai été en Irak, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe plus près de nous ici, en Ukraine. Les femmes subissent des viols avec extrême violence. C'est ici en Europe. Donc je crois que c'est un problème qui nous concerne. Donc que faire alors maintenant? Si le Nobel, bon, première étape. Maintenant, je crois que, comme je disais, nous avons eu le soutien grâce au prix Nobel. Nous avons une plateforme qui nous permet de mobiliser le monde quant au traitement des conséquences. Mais traiter la cause profonde, là, nous avons encore vraiment beaucoup à faire. Et c'est là où j'ai fait l'appel à l'audience. Votre voix compte. Et les femmes du monde comptent sur vous. Puisque je crois que cette solidarité, pas seulement des femmes, mais des hommes, puisque quand les femmes souffrent, les hommes souffrent également. Nous avons besoin de vous tous pour pouvoir dénoncer les viols en période de conflit. Parfois, on ferme les yeux, mais je dois vous dire que, par expérience, on sait très bien que ce qui se passe dans nos sociétés sous forme latente, en période de paix, malheureusement, lorsqu'il y a l'absence
de l'État, lorsqu'il y a une crise, malheureusement, on voit très bien que partout dans le monde, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent des crises. Et donc, je pense que nous devons prendre conscience qu'il ne faut pas attendre que ça arrive, il faut se battre avant que ça arrive, puisqu'on ne sait jamais quand une crise survient. Et là, je pense que Simone Veil nous a dit, tout ce que nous avons comme avantage, nous pouvons les perdre. Il suffit juste qu'il y ait un petit incident, une crise qui arrive, et que tous les avantages que les femmes ont engrangés pendant des siècles, qu'elles puissent les perdre. Donc nous devons rester vigilants. Et cette vigilance nous demande aujourd'hui à soutenir les femmes congolaises, à soutenir les femmes irakiennes, soutenir les femmes ukrainiennes contre cette pratique de viol comme arme de guerre. Merci beaucoup, Denis Mukwege. Et si vous voulez, pour terminer, la phrase, si vous voulez lire le grand entretien dans Le Point, dont le titre est Denis Mukwege, je continue parce que ce que nous faisons est juste. Absolument. Et merci pour ça. Je vous en prie. Restez encore un instant avec nous. Je vais peut-être inviter les différents élus qui sont ici présents de la ville de Nancy et les parlementaires à monter avec moi. Je voulais vous dire vraiment... venez par ici. Je voulais vraiment vous dire que, sans répéter encore le plaisir et l'honneur que vous nous avez fait, que dans les circonstances actuelles, vous l'avez rappelé, le viol comme arme de guerre n'est à l'évidence pas l'apanage de la RDC, et c'est une réalité d'ailleurs que l'histoire européenne nous permet de mesurer à travers les siècles, et aujourd'hui encore à quelques centaines de kilomètres de nos frontières européennes, frontières françaises et aux frontières de l'Europe, en Ukraine. Donc le combat que vous menez, le courage dont vous faites preuve, la détermination qui anime les convictions dont vous venez de nous faire part, mais aussi, et moi j'y suis particulièrement sensible, la sérénité d'un combat que vous menez qui pourrait amener encore de la violence pour répondre à la violence, force le respect. Donc je voulais, au nom de l'ensemble des élus qui sont ici présents, vous remettre... vous m'entendrez comme ça, un café là, la médaille d'or de la ville de Nancy, et vous dire que vous en êtes évidemment maintenant un citoyen d'honneur, avec nos remerciements les plus chaleureux. Peut-être les jurés aussi, vous pouvez nous rejoindre. Peut-être que les jurés du prix des livres et droits de l'homme pouvaient aussi nous rejoindre, évidemment. Merci à toutes et à tous.
Moi, j'ai plus de micro aussi. Donc, le docteur Mukwege m'a maintenant signé le livre d'or de la ville de Nancy.